À l'heure où tout le monde fait des récaps de l'histoire de Breath of the Wild pour la sortie de Tears of the Kingdom, il faut bien quelqu'un pour faire un récap de l'ère du fléau. Mais on va pas se contenter de ça aujourd'hui. J'aimerais qu'on discute un peu de sa canonicité, parce que je sais que c'est un sujet tendu parmi les fans, et en petit trublion que je suis, je me dis que je peux venir y ajouter mon avis, aussi divisif soit-il. L'ère du fléau nous embarque aux côtés de Terrako, un petit gardien un peu spécial, construit ou réparé par Zelda dans son enfance, et qui a la capacité bien pratique de pouvoir voyager dans le temps. Rien que ça. Alors que la situation semble désespérée lors de la bataille de la muraille des limites, Terrako est réveillé par les pouvoirs divins de Zelda, entend sa volonté la plus profonde Je dois protéger tout le monde. et part en direction du passé afin de changer le cours des événements. Cependant, des extraits de la rancœur de Ganon le suivent bien malgré lui et vont venir semer le trouble, en commençant par prendre possession du Terrako du passé, de la même manière que les gardiens de Breath of the Wild, que l'on appellera désormais l'emprise de Ganon. C'est pas moi qui choisis, c'est le jeu. Vous voyez par vous-même, hein, c'est écrit juste là. Toujours est-il que cette emprise va assez vite former ou trouver un culte envers Ganon, mais son influence trop néfaste aura raison des cultistes, à l'exception d'un seul, Yuga. Ah non, pardon, c'est Giraim. Ah, mais suis-je bête, c'est Astor. Faut avouer qu'il y a un air quand même entre tous ces larrons. De son côté, Terrako a rejoint le groupe de Zelda et les suit ça et là. D'abord au laboratoire antique royal, puis à la rencontre des prodiges pour les convaincre de piloter les créatures divines. Tout cela ne se passera pas sans ressentir l'influence de l'emprise et d'Astor, qui tente de semer le trouble pour empêcher les peuples de s'unir et l'armée de se former. A cette occasion, ils vont s'allier avec les Yiga, déjà menés par le grand Koga, accompagné de son bras droit, Supa. Pour ce qui est des gentils, Link obtient l'épée de légende dans la forêt Korogu, et les prodiges au complet se voient remettre leur chouette petite tenue bleue. Quelques escarmouches avec les Yiga plus tard, nous retrouvons Zelda qui s'apprête à aller prier à la source de la sagesse, comme dans Breath of the Wild, mais qui se fait interrompre par ni plus ni moins que le retour de Ganon le fléau. S'ensuit une séquence suite où le roi finit par se sacrifier pour permettre à Link et à sa fille de s'échapper. Évidemment, c'est un peu la galère. Le roi est mort et les prodiges se portent a priori pas bien mieux. Zelda est en déprime totale. Bon, en même temps on peut la comprendre. Mais Terrako vient à la rescousse et redonne espoir au petit groupe, qui se met en route pour aller aider les pilotes des créatures divines. De leur côté justement, la bataille fait rage, chacun affrontant un nombre de Ganon, qui au passage ont l'air bien plus classe dans ce jeu que dans Breath of the Wild. Et au moment où leur existence respective devrait arriver à leur terme, les pouvoirs de Terrako ramènent la nouvelle génération de prodiges du futur pour les aider. C'est quand même vraiment pratique ce petit pouvoir là. Notez que ce sont les prodiges de la timeline du Terrako gentil, donc ceux des événements de Breath of the Wild. Pendant que tout le monde est content de se retrouver, imaginez Sidon de Breath of the Wild qui revoit sa sœur 100 ans après qu'elle soit morte, Astor décide de faire un truc de grand méchant. À savoir trahir les Yiga et absorber leurs âmes pour les offrir en sacrifice à Ganon. Ouais non, il fait pas dans la demi-mesure. Le grand Koga parvient à s'enfuir grâce au sacrifice émouvant de Supa, et rejoint ses troupes restantes, avant de proposer une alliance à Zelda. Zelda qui vient d'ailleurs de réussir à éveiller ses pouvoirs, félicitations à elle. L'armée commence à prendre forme et les soldats entendent parler d'un groupe se défendant du mieux que possible sur le plateau du prélude. À la surprise générale, Zelda retrouve sur place le roi en personne, qui avait survécu à un tir de gardien à un bout portant, tout cela grâce à un artefact remis par Zelda un peu plus tôt dans l'histoire, et qui s'est révélé être un bouclier Sheikah. Quel petit vénard! L'armée est désormais au complet, composée des Gerudo, des Gorons, des Zora, des Pia, des Iliens, des Sheikah, des Yiga, des prodiges du présent et du futur, de la famille royale de Noya, bon j'ai oublié de mentionner le présent jusqu'ici mais bon voilà quoi, et des créatures divines. Ça en fait du monde! Ils se dirigent ainsi vers le château d'Hyrule, dirigé par Zelda, afin de le reprendre des griffes du fléau, et sceller cette menace une bonne fois pour toutes. Bon, petit problème, ils ont commencé en fin d'après-midi. Pas vraiment prévoyant sur ce coup-là, parce que du coup la nuit est tombée en plein pendant la bataille. Et si vous avez joué à Breath of the Wild, vous savez sûrement ce que la nuit apporte de temps en temps. Bref, ils se sont mangés une nuit de sang, ça apporte pas grand-chose pour un récap, mais je trouve ça un peu con de leur part de pas y avoir pensé, alors je voulais le mentionner. En tout cas, comme vous vous en doutez, nos héros parviennent à entrer dans le château où ils affrontent Astor, qui fait un autre truc de grand méchant, à savoir se faire trahir par un méchant encore plus grand. Pour la faire courte, il se fait absorber par l'emprise de Ganon, qui devient alors véritablement Ganon le fléau, avec une forme juste un brin différente de celle qu'on voit dans Breath of the Wild. Je vous laisse trouver la différence, elle est assez subtile. Ok, c'est bon? Bien. Un sacrifice de Terrako plus tard, décidément les personnages de ce jeu adorent se sacrifier, Link vient à bout de son adversaire et Zelda le scelle dans la foulée.
Eh bien, ça en fait les événements. Content que... Ah. Oui. On me dit dans l'oreillette que c'est pas encore fini. Ah oui. Évidemment, la paix revient en Hyrule et la jeune génération de prodiges retourne dans sa dimension. Voilà. Là c'est vraiment fini. Y a plus rien du... Oui. Ok, c'est presque fini. Après la bataille, Proa et Faras parviennent à réparer Terrako. Parce que du coup, il y a que les Iga qui meurent vraiment quand ils se sacrifient, les autres non. Maintenant c'est fini. Pour de vrai. Promis. On peut donc passer à la suite de la vidéo, à savoir la canonicité du jeu. Par canon, j'entends qu'il est avéré comme faisant partie de l'univers Zelda et de la timeline officielle. Par exemple, Breath of the Wild est un jeu canon, parce que c'est un jeu officiel de la série principale. C'est pas un spin-off comme Link's Crossbow Training, développé par Nintendo, ou comme Cadence of Hyrule, développé par Brace Yourself Games. Précise les développeurs parce que certaines personnes ajoutent à la définition de la canonicité le fait d'être développé par Nintendo. Or, il existe des jeux de la série principale et apparaissant dans la timeline officielle qui n'ont pas été développés par Nintendo mais par Capcom, à savoir The Minish Cap, Oracle of Ages et Oracle of Seasons. Ça ne veut pas dire pour autant que tous les jeux développés par des développeurs tiers sont canons, ça montre juste qu'il y a un précédent. Venons-en aux faits. L'ère du fléau n'a pas été développée par Nintendo mais par Omega Force, de chez Koei Tecmo. Et cela gêne certains fans, ce qui est compréhensible. C'est aussi un jeu qui change drastiquement son gameplay par rapport aux jeux Zelda traditionnels, ce qui en fait essentiellement un spin-off. Mais il est aussi particulier dans le fait que contrairement à Link's Crossbow Training, il a été vendu comme racontant les événements se passant 100 ans avant Breath of the Wild, comme permettant de vivre l'avènement du fléau tel qu'il est mentionné dans Breath of the Wild. Et dans la vidéo d'annonce du jeu, Yosuke Hayashi, producteur du jeu travaillant chez Koei Tecmo, précise bien ceci. Contrairement aux précédentes Hyrule Warriors, Hyrule Warriors, l'ère du fléau, a été développé en étroite collaboration avec l'équipe Zelda à tous les stades du projet. Que ce soit la direction du gameplay, les graphismes, le monde ou tous les dialogues. Le monde et tous les dialogues. Littéralement écrit noir sur blanc. J'ai quand même vérifié la version anglaise pour voir si c'était pas une erreur ou une fantaisie de la part des traducteurs, et il dit la même chose. Le jeu a certes été développé par une équipe tierce, mais cela a été fait main dans la main avec l'équipe Zelda, qui ont validé jusqu'au moindre dialogue ainsi que la façon dont le monde s'agence et fonctionne. Hayashi continue même pour dire « Et même si nous avons conservé le gameplay particulier de la série des Warriors, avec des batailles palpitantes à 1 contre 1000 et un large éventail de personnages jouables, c'est devenu le seul jeu qui vous permettra de découvrir le monde 100 ans avant les événements de The Legend of Zelda, Breath of the Wild. » Je pense que tout est dit vis-à-vis de cet argument du développeur qu'est pas Nintendo. Si vous voulez vérifier par vous-même, vous avez le lien de la vidéo en français et en anglais dans la description avec un timecode. Après, qu'on soit d'accord, ce qu'il se passe dans l'histoire principale de l'ère du fléau n'est pas ce qu'il se passe 100 ans avant les événements de Breath of the Wild, mais plutôt ce qu'il se passe dans une autre timeline, parallèle à celle qu'on connaît. Laissez-moi vous faire un dessin. On comprend toujours mieux avec un dessin. Là, c'est la timeline avec juste Breath of the Wild. Le fléau se réveille, les prodiges meurent, Zelda réveille ses pouvoirs pour sauver Link, qui est ensuite amené au sanctuaire de la résurrection avant d'en sortir 100 ans plus tard, avec les événements Breath of the Wild. Maintenant, si on revient en arrière, au moment où Zelda utilise ses pouvoirs, on a Terrako qui se réveille dans la chambre de Zelda et qui revient quelques jours ou mois dans le passé, accompagné de la rancœur de Ganon. A partir de là, les événements changent un peu. Le réveil du fléau a bien lieu, mais cette fois, Terrako ramène les prodiges nouvelle génération venant de 100 ans dans le futur de sa timeline d'origine. On le sait parce que Yunobo mentionne avoir déjà rencontré Link. J'étais incapable de combattre les monstres. J'avais bien trop peur. Mais quelqu'un est arrivé et il a combattu à mes côtés. Sans lui, je crois que j'aurais jamais trouvé le courage. Il vient donc non seulement de la timeline Breath of the Wild, mais en plus c'est après les événements du jeu, ou au moins après avoir arrêté Rudania. Voilà pour le petit point dessin timeline, j'espère que c'était clair. Concernant les personnages créés pour le jeu, Astor et Supa ont sûrement existé dans la timeline Breath of the Wild, mais ils n'y sont pas mentionnés parce qu'ils ont dû mourir au réveil du fléau, ou tout simplement mourir de vieillesse le temps que Link se réveille. Ils n'étaient a priori que des Iliens normaux. Supa ayant été recueilli par les Iga dans son enfance, il ne bénéficie pas de la même longévité que des personnages comme Impa ou le Grand Koga. Et Astor n'ayant jamais rencontré l'emprise de Ganon, il n'a jamais pu lui emprunter ses pouvoirs pour semer le trouble. Il faisait potentiellement partie d'un culte pour Ganon, ou alors il fantasmait dans son coin à l'idée de voir le fléau se réveiller, mais il n'a jamais agi, ou en tout cas pas de manière suffisamment importante pour que ça soit souligné. Il y a d'autres arguments anti-canon dont j'aimerais vous parler, qui mentionnent des éléments comme la moto, l'usage des runes de la tablette, ou encore le fait que tout le monde semble pouvoir faire des esquives optimales, avec ralentissement de temps et enchaînement d'attaque là. Pour ce qui est de l'existence même du destrier de légende, Proa explique qu'elle l'a basé sur une description de la créature divine de Link trouvée dans un manuscrit. Mais dans ce cas, pourquoi est-ce qu'elle ne l'a pas également construit dans le passé de Breath of the Wild? Eh bien, vu qu'il s'agit d'une demande venant de la princesse, il est possible que la présence de Terrako ait altéré le cours des événements d'une quelconque façon,
menant à la découverte par Zelda du dit manuscrit lors de ses recherches, vu que c'est elle qui en parle à Proa, ce qui l'aurait alors poussé à faire cette demande afin d'obtenir une potentielle arme de plus contre le fléau. Une fois l'engin achevé, sa curiosité et sa passion pour la technologie Sheikah l'auraient poussé à franchir le pas et carrément l'utiliser elle-même sur le terrain, autant pour récupérer des données que pour aider à l'éradication des monstres. En ce qui concerne les runes, il va me falloir rentrer dans le domaine de la supposition. Tout ce que l'on sait dans l'ère du fléau, c'est que c'est Proa qui a travaillé dessus. À cause des attaques plus fréquentes de monstres dues à l'emprise de Ganon, il est possible qu'elle se soit penchée plus en profondeur sur des supposées capacités enfossives de la tablette Sheikah, et donc réussi à réactiver les modules qu'on connaît bien, sans passer par les sanctuaires du plateau du prélude. Après, les modules en eux-mêmes ne jouent pas de rôle dans l'histoire, si on s'en tient aux cinématiques. Il est donc tout à fait possible que leur apparition en jeu ne s'explique que par un souci d'étoffement du gameplay. Mais j'avoue que c'est pas une explication qui me plaît beaucoup. Je préfère me dire que Proa a fait chauffer ses neurones, ça fait déjà un peu plus sens, même si ça reste de la supposition. D'ailleurs, en parlant de supposition et d'éléments de gameplay, il reste un argument à traiter. Le fait que tout le casting de personnages puisse faire des esquives optimales comme Link relève très certainement du gameplay uniquement. Je sais que je viens de dire que j'aime pas ça, mais contrairement aux runes, ce n'est pas mentionné directement par les personnages, même en plein combat. Que Link puisse le faire, c'est normal. C'est le premier qu'on a vu faire et c'est un chevalier prodige qui se bat depuis sa plus tendre enfance. Courbossa puisse le faire, ça se tient aussi. C'est la chef d'un groupe de fières combattantes qui manie elle-même l'épée depuis sûrement pas mal de temps. Maintenant, que Zelda puisse le faire à dos de moto, bon, je veux bien me dire qu'elle s'adapte vite, mais ça me paraît un peu compliqué à justifier. Pareil pour Riju à dos de Patricia. Et pour continuer sur ce qui n'est sûrement là que pour du gameplay, je ne pense pas que les grandes fées ou le guide Miss Kyosia soient réellement battus lors de cette bataille. Ils n'apparaissent dans aucune cinématique et ne jouent aucun rôle important. Mais quand on regarde le premier Hyrule Warriors, qui permet de jouer 31 personnages différents, on se dit qu'on peut excuser que Koei Tecmo ait pris ce qu'il pouvait pour faire augmenter le nombre de personnages jouables dans l'ère du fléau, qui s'élève quand même à 21 en se limitant qu'à des personnages de Breath of the Wild et des personnages créés pour l'occasion, là où le premier opus pouvait piocher dans toute la série et n'a même pas eu la décence de nous laisser jouer Argo. Mais je m'égare. Je pense qu'on peut laisser couler leur présence ici, c'est pas bien grave. Au final, que l'on considère l'ère du fléau canon ou pas, ça n'a pas vraiment d'importance, vu que les événements du jeu n'ont que peu d'influence sur la série principale, dû au fait que tout se passe dans une autre timeline. À la limite, ça change ce que les prodiges nouvelle génération ont vécu, mais ils n'ont pas changé avec les événements du jeu, donc ça n'a pas d'impact sur la personnalité. Tout ce que cela fait, c'est rajouter du contenu et des infos sur cette instance d'Hyrule. On en apprend plus sur la relation entre Zelda et le roi, sur les Sheikah, sur la vie 100 ans avant Breath of the Wild, sur les personnages qu'on croise dans les deux jeux, et on découvre même de nouveaux personnages super cool. C'est que du bonus, et je pense que c'est mieux de le prendre comme ça, plutôt que de tout simplement refuser de prendre en compte quoi que ce soit qui pourrait venir de ce jeu. Mais quoi que soit votre opinion, c'est pas très grave, et je pense que tout le monde peut s'entendre sur le fait que cette licence est fantastique. D'ailleurs, si vous êtes resté jusqu'ici alors que vous pensez fermement que l'ère du fléau n'est pas canon, je vous félicite. C'est important de prendre le temps d'écouter un avis différent pour mieux forger le sien. J'espère que j'aurai pu convaincre quelques personnes. Si jamais vous avez un argument pour ou contre la canonicité du jeu, vous savez où m'en faire part. J'essaierai de répondre à tous les commentaires. Sauf ceux pour lesquels j'aurai pas de contre-argument. Ceux-là, je ferai comme si je les avais pas vus. N'hésitez pas à vous abonner au fait, et à partager et mettre un pouce bleu. Sur ce, je vais vous laisser, faut que j'aille poncer Tears of the Kingdom. Et je vous dis au revoir.